On m'appelle Bernard. J'ai 73 ans. Je suis un homme fini. Et je vais vous dire quelque chose que peu d'hommes osent admettre en France. J'ai eu une vie magnifique. 2 étoiles Michelin. 2. Pendant 20 ans. Des critiques internationaux attendaient 3 mois pour une table chez moi. 3 mois. Les ministres téléphonaient. Les vignerons m'envoyaient leurs nouveaux millésimes en personne. Je goûtais les vins avant qu'ils ne soient célèbres. Et maintenant, je suis seul, dans un appartement à Lyon, avec une bouteille de 1982, Romanée Conti, que je n'ose pas ouvrir. C'est un détail, non? Juste une bouteille. Mais c'est tout ce qui me reste du monde que j'ai construit. Et pendant 47 ans, j'ai cru que c'était suffisant. Je revois chaque détail. C'était 1979. J'avais 27 ans et je travaillais à l'atelier du Vieux Marché, une petite maison avec une cuisine cramée et un propriétaire qui criait. Mais c'est là que j'ai compris quelque chose. La nourriture n'est pas une question de technique, c'est une question de conversation. Quand on sert un plat, on n'offre pas du poulet rôti ou du veau à la moutarde, on offre un moment, un instant où quelqu'un se sent compris, vu. Les vins, c'était différent. Les vins, c'était du pouvoir. Un homme qui connaît les vins, c'est un homme qui a du goût, de la culture, de l'honneur professionnel. En France, Bernard Mercier qui parle de Bourgogne ou de Bordeaux avec autorité, c'est un homme important, c'est un homme qui compte. Alors j'ai étudié. Pendant 3 ans, j'ai travaillé les soirs et j'ai appris. Pas à l'école, jamais à l'école. J'ai appris sur les marchés, chez les producteurs, en buvant avec les viticulteurs dans les caves souterraines de Beaujolais. J'ai compris que le vin n'était pas qu'une boisson, c'était l'histoire de la France, le prestige, la civilisation. En 1982, j'ai ouvert mon propre restaurant, 60 places. Ma femme, Marguerite, elle gérait la salle. Moi, la cuisine et le vin. Pendant 17 ans, nous avons construit quelque chose qui ressemblait à la perfection. Les clients revenaient, pas pour la nourriture, enfin, oui, pour la nourriture, mais surtout pour moi, pour me voir en salle, expliquer un assemblage, raconter l'histoire d'une vendange, d'un vigneron. Mes visites Michelin, je les sentais venir. Vous sentez ces choses-là quand vous êtes français et que vous avez du goût. Quelque chose change. L'atmosphère. Je mettais plus de passion, plus de sincérité. La première étoile, ce fut 1989. Je me souviens, j'ai bu toute la nuit. Du champagne de Reims. Pas du champagne de marque, du vrai. Du champagne que seul un homme comme moi pouvait trouver. La deuxième étoile, 1994. Cette nuit-là, Marguerite a pleuré. Pas de joie, de soulagement. Elle comprenait ce que cela signifiait. Je n'étais plus juste un cuisinier, j'étais Bernard Mercier, celui qui avait construit quelque chose, qui avait du prestige. Et puis il y a eu la télévision régionale, France 3, un magazine culinaire. On m'appelait le maître de la gastronomie lyonnaise. On me filmait en train de choisir les fruits à Saint-Antoine. On suivait ma main quand je versais un verre de Romanée Conti pour goûter la robe du vin à la lumière. C'était
c'était vivant. J'avais le sentiment d'être vivant. Et le vin, c'était légitime. C'était ma profession. C'était de la culture. Un chef qui boit, ce n'est pas un alcoolique. C'est un artiste. C'est quelqu'un qui goûte, qui juge, qui comprend les nuances du monde. Marguerite a remarqué les choses en premier, mais elle ne disait rien. En France, les femmes savent quand parler et quand se taire. Elle voyait les verres qui se multipliaient. Elle voyait que je goûtais le vin avant le service, puis pendant, puis après, et aussi entre les services. Mais elle ne disait rien, parce que j'étais Bernard Mercier. Et les hommes comme Bernard Mercier, on ne les questionne pas sur ces détails. Ma fille, Céline, elle avait 17 ans quand j'ai remarqué qu'elle ne venait plus à la cuisine. Elle ressentait quelque chose. Les enfants ressentent. Même quand on pense qu'on cache bien, ils savent. Ils savent quand leur père empeste le vin, quand ses mains tremblent un peu le matin, quand sa voix devient plus grosse, plus fausse. Mais j'étais trop occupé à être important pour le voir. Le restaurant, c'était ma vie. Les bouchons de Lyon, ces petits restaurants authentiques, ils ne me voyaient pas comme un rival, ils me voyaient comme un dieu. La fête des Lumières, en décembre, j'étais invité partout. Les gens parlaient de ma cuisine comme on parle de l'art, de l'architecture, de quelque chose qui dure. Et puis, 2009, la crise. Les clients ont disparu, les réservations se sont espacées, les ministres ne téléphonaient plus, les vignerons ne venaient plus. Et moi, j'avais une cave avec 3000 bouteilles, 3000, chacune une histoire, chacune un investissement, chacune un poids. Marguerite voulait vendre la maison, la cave, tout. Elle parlait d'un petit commerce, d'une tranquillité. En français, on appelle ça « savoir se retirer avec dignité ». Mais j'ai refusé, j'ai dit non. Les hommes qui ont eu du prestige, on ne les voit pas du jour au lendemain devenir normal. Alors j'ai gardé le restaurant ouvert, avec moins de clients, avec moins d'argent, avec plus de vin. Et puis il y a eu le Covid. Le monde s'est arrêté. Et mon restaurant a fermé pour toujours. Je m'en souviens parfaitement. C'était mars 2020. Marguerite était assise en face de moi. Elle avait 68 ans. Elle m'a dit « Bernard, nous devons recommencer, ensemble ». Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne parlait pas de recommencer le restaurant. Elle parlait de recommencer la vie ensemble. Et j'ai compris que je n'en étais pas capable. Parce que sans le restaurant, qui était Bernard Mercier? Rien. Un homme qui buvait, c'est tout. Les bouteilles de la cave, je les ai sorties une à une. Je les mettais dans la cuisine, sur les étagères. Le Romanée Conti 1982, c'était la dernière, la plus chère, la plus belle, 5000 €, peut-être plus. Elle est restée fermée, parce que si je l'ouvrais, j'allais la boire, et si je la buvais, elle serait finie. Et alors vraiment, il ne me resterait plus rien. Marguerite a supporté pendant 2 ans. 2 ans avec un homme qui buvait chaque jour, qui ne parlait plus, qui restait assis en regardant des vins qu'il ne pouvait pas vendre. Et puis, en 2022, elle a quitté le domicile. Pas pour le week-end, pour toujours. Elle m'a dit qu'elle allait chez sa sœur, à Saint-Étienne, et qu'elle ne savait pas si elle reviendrait.
Elle ne s'est jamais séparée légalement. Elle a juste disparu de ma vie. Ma fille Céline a appelé quelquefois. Elle habitait Paris. Elle avait un mari, des enfants, une vie qui n'incluait pas un père ivre à Lyon. Elle a proposé de m'envoyer un médecin, un thérapeute, les alcooliques anonymes, tout ce que la France propose aux hommes qui se sont perdus. Et j'ai refusé, toujours refusé. Parce que les hommes français de mon âge, de ma génération, on ne va pas parler de ces choses. On ne va pas dire « j'ai besoin d'aide », jamais. Mais Céline, elle n'a pas abonné sa fille, Emma. Elle avait 10 ans à ce moment. Elle avait les yeux de sa mère. Et mon petit-fils, Lucas, il était plus jeune. Il avait 6 ans. Il ne me connaissait qu'à travers les photos qu'on lui montrait. Un grand-père important, un homme avec des étoiles Michelin. Et puis un jour, Noël 2022, c'était le premier Noël sans Marguerite. Ma fille a amené les enfants, Emma et Lucas. Ils ont vu ma cuisine, les bouteilles, l'appartement qui empestait l'alcool mélangé à la négligence. Mon cœur s'est arrêté. Pas de joie, de terreur, parce que j'ai vu dans leurs yeux ce que Céline ressentait, de la déception, de la peur peut-être. Lucas m'a demandé où était grand-mère. Je ne savais pas quoi répondre. Et Emma m'a dit « Papa dit que tu n'es pas bien, grand-père ». Elle avait 10 ans. Elle essayait d'être gentille. J'ai bu 3 verres pendant leur visite, 3, en 3 heures. Et Céline l'a vu, bien sûr qu'elle l'a vu, et je l'ai senti décider que ce n'était plus possible. Après, les visites ont changé. Les enfants venaient, oui, mais pendant le jour, avec Céline qui les surveillait. Pas de nuit, pas de dîner au restaurant, enfin, plus de restaurant, juste de courtes visites où je devais prouver que j'allais bien, que j'étais sobre, et je mentais chaque fois. En 2024, pour le Beaujolais nouveau, j'ai acheté une bouteille. C'est une tradition, non? Le 3e jeudi de novembre, le Beaujolais arrive, les gens célèbrent, et moi, j'étais assis seul dans mon appartement avec le vin nouveau et les souvenirs du temps où j'avais des restaurants pleins, des amis, une femme qui me regardait comme si j'étais Dieu. Et je me suis saoulé, complètement, endormi à 4 heures de l'après-midi. Céline n'a pas ramené les enfants cette année-là. Elle a dit qu'elle avait autre chose à faire. Elle avait son travail à Paris. Les enfants avaient l'école. Et puis elle a dit qu'elle pensait que ce serait mieux si j'attendais une année pour me rétablir, pour chercher de l'aide. Je n'ai pas attendu. J'ai continué à boire, parce que sans les enfants, il n'y avait aucune raison de s'arrêter, aucune raison d'essayer. J'avais 70 ans, c'était fini, tout était fini. Et la bouteille de 1982, elle est restée sur ma cuisine. Elle reste encore, tous les jours. 70 centimètres de mon cœur en verre et en liège. Elle me regarde. Elle me dit « Tu pourrais encore bien faire une chose. Tu pourrais encore célébrer quelque chose. Mais je ne peux pas. Parce que si je l'ouvre, c'est terminé. Et quelque chose en moi, quelque chose de vraiment mort, ne peut pas supporter cette finale. Noël dernier, 2025, juste avant.
Céline m'a appelé. Elle m'a dit que les enfants ne viendraient pas cette année, peut-être jamais. Elle a dit « Papa, tu ne peux pas continuer comme ça. Emma a 14 ans, Lucas en a 10. Ils voient un grand-père qui disparaît et je ne peux pas les faire souffrir. » Elle avait raison. Elle a toujours raison. Mais j'ai quand même dit des choses terribles. J'ai dit qu'elle était égoïste, que les enfants avaient besoin de leur grand-père, que Bernard Mercier c'était quelque chose d'important. Et elle a répondu « Non, papa, Bernard le cuisinier est mort, il n'y a plus que Bernard qui boit. » Et elle a raccroché. J'ai bu cette nuit-là, et la nuit suivante, et chaque nuit après. Vous savez ce qui est étrange? Quand on vieillit, on comprend les choses. Trop tard. On comprend que l'honneur professionnel n'est rien, que les 2 étoiles Michelin n'étaient que du papier, que les ministres et les vignerons, ils m'ont aimé parce que j'étais utile, pas parce que j'étais moi. La vraie vie, c'était avant. C'était Marguerite qui riait en salle. C'était Céline qui venait à la cuisine avec sa robe sale parce qu'elle avait aidé à préparer les sauces. C'était les vendredis soirs où ma mère venait manger gratuitement avec ses amis et qu'elle disait à tout le monde « C'est mon fils qui cuisine, c'est mon fils qui a construit ça. » C'était Emma à 6 ans, avec ses taches de chocolat, qui disait « Grand-père, tu peux me montrer comment tu fais les choses ?» Et Lucas qui demandait pourquoi les verres de vin avaient des formes différentes. Et je n'étais pas assez là pour ces moments. J'étais occupé à être important. Maintenant, j'ai 73 ans. J'ai les mains qui tremblent le matin, même sans boire. Mon foie, enfin. Les médecins ne parlent plus. Ils regardent juste mon visage et secouent la tête. Ma mémoire commence à partir par morceaux. Parfois, j'oublie si Marguerite est morte ou si elle s'est juste endormie. Et la Romanée Conti, elle attend. Elle attend que je sois assez courageux pour la boire ou assez courageux pour la donner. Mais je n'arrive à faire aucune des 2 choses. Vous voyez, c'est ça mon regret. Ce n'est pas de ne pas avoir eu les étoiles, c'est d'avoir eu les étoiles et de penser que c'était suffisant. C'est d'avoir regardé une femme qui m'aimait s'en aller et de choisir de la laisser partir. C'est d'avoir des enfants qui voudraient m'aimer, mais qui ne peuvent pas, parce que j'ai décidé qu'un verre était plus important. Je vous regarde depuis le temps, et vous, peut-être, vous croyez que ce n'est pas grave, que c'est juste du vin, que c'est juste une bouteille, que c'est une histoire française romantique d'un chef qui a perdu son chemin. Mais ce n'est pas ça. C'est une histoire d'un homme qui a eu tout ce qu'un homme peut demander à la vie et qui a choisi une bouteille à la place et qui maintenant attend, seul, dans un appartement à Lyon, que son téléphone sonne et que sa fille lui dise « Papa, je ramène Emma et Lucas », mais elle n'appellera jamais, parce que les enfants ne demandent plus, parce qu'à un moment, on arrête de demander, et le silence devient complet, et c'est ça qui tue, pas l'alcool, le silence. Écoutez, j'ai un dernier message, pas pour vous peut-être, mais peut-être pour quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui boit trop, quelqu'un qui pense que c'est du contrôle, du choix, de la culture. Allez lui parler, maintenant, pas demain. Allez dire à cette personne que quelqu'un qu'il aime
a besoin d'elle vivante, pas dans un appartement, pas à la fenêtre, vivante. Et si vous êtes cette personne, si c'est vous qui tenez la bouteille, pensez à Emma et Lucas. Pensez à l'enfant qui demande pourquoi le grand-père sent comme ça. Et puis, levez-vous. Allez chercher de l'aide. Ce n'est pas une honte. La vraie honte, c'est de rester assis à attendre que le silence devienne votre seule compagnie. Je suis Bernard, j'ai 73 ans, et j'ai gaspillé la meilleure partie de ma vie en regardant une bouteille fermée. Ne faites pas la même chose, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose.